Bonjour. Après quelques semaines de pause, j'aimerais vous parler aujourd'hui du Niger et plus largement de la région du Sahel. Alors le Niger a retenu l'attention internationale ces derniers mois à cause de nombreuses attaques et massacres qui ont eu lieu sur son territoire. De quoi s'agit-il? Quels groupes armés s'affrontent-ils au Niger et pourquoi? À part ces affrontements, quelles sont les autres causes de la pauvreté et de la crise humanitaire? En fait, comme on peut s'en douter, ces problématiques se croisent et se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux de pauvreté, de crise démocratique et de violence armée sur fond de crise climatique grandissante, mais aussi migratoire, sur l'axe qui relie l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et pour certains l'Europe. La faiblesse de l'État empêche une action contre l'extrême pauvreté, mais elle explique aussi la présence de groupes extrémistes qui jouent tant sur l'absence de l'État et des services étatiques que sur des tensions ethniques de longue date, entre autres. Avec tout cela, le Niger détient actuellement la triste 189e et dernière place des pays les plus pauvres de la planète. Et ceci malgré ses ressources, par exemple en uranium, mais aussi en énergie solaire. D'ailleurs, le Niger a été placé, il y a 2 mois, parmi les 4 risques à surveiller au niveau mondial pour 2021 dans l'analyse d'alerte précoce du comité permanent interagence de l'ONU. Alors j'aimerais partager avec vous quelques points de réflexion sur la base de mon expérience au Niger en relevant 3 points clés, c'est-à-dire 3 défis et crises auxquels le pays fait face en simultané. Le Niger se situe dans la région du Sahel, au sud du désert du Sahara. C'est le 6e plus grand pays d'Afrique en superficie, et avec 23 millions d'habitants, c'est le 18e pays le plus peuplé d'Afrique. Il est aussi le théâtre de massacres ces derniers mois, pris en tenaille entre l'État islamique à l'ouest et Boko Haram à l'est. Un bien triste tableau. Tout d'abord, les défis géographiques et démographiques, ainsi que plusieurs vulnérabilités de type économique, entre autres liées encore une fois à une mauvaise gouvernance. Le Niger possède une économie très largement basée sur l'agriculture de subsistance et aussi une démographie caractérisée par une fertilité la plus haute du monde. On peut se dire que la terre est peu fertile et l'eau rare, donc ce sont les raisons de la pauvreté. Mais on peut penser à d'autres pays arides où l'économie est bien meilleure, comme par exemple Israël. Ce n'est donc pas une fatalité. Et si on va un peu au-delà du constat de surface et qu'on refuse le fatalisme de la pauvreté africaine comme évidente et endémique, et qu'on prend une perspective critique et historique, pour simplifier, depuis la colonisation, les ressources naturelles sont exploitées par des acteurs étrangers sur la base de relations commerciales inégales, par exemple l'uranium ou le pétrole, qui au Niger sont exploités par la France, le Canada, l'Italie et la Chine. La richesse se partage sans que les Nigériens en profitent, à part les élites au pouvoir. Les cas de mauvaise gestion, par exemple pétrolière, est lié à des soupçons de corruption, et encore une fois, mauvaise gouvernance, expliquent, du moins en partie, la faiblesse des institutions et, in fine, l'absence de développement. Par contre, les puissances étrangères, elles, vendent leurs produits à l'Afrique, des machines, des voitures, l'informatique et même du pétrole, alors que le Niger est lui-même producteur de pétrole. L'effet de mode fait acheter des produits européens à la classe moyenne, et donc les producteurs locaux doivent se contenter du bas de gamme pour les classes plus modestes. Bref, c'est une réalité complexe, mais à mon sens, penser que l'Afrique est pauvre parce que c'est ainsi, c'est une erreur qui arrange beaucoup de décideurs et de groupes politiques au nord comme au sud. Deuxième défi, à ce contexte difficile se surajoute, entremêlés, l'insécurité, l'instabilité régionale dans le Sahel. Encore une fois, vu la géographie du Niger, qui est composée à 80% de désert, qui lui-même est quasiment impossible à contrôler pleinement,
Eh bien, ce désert est un abri idéal pour des groupes armés et des rébellions depuis plusieurs décennies et actuellement l'État islamique et Al-Qaïda. Il y a deux fronts, un à l'ouest, dans la région dite des Trois Frontières, et l'autre tout à l'est, la région du lac Tchad, bordée par le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. 5 pays, avec la Libye qui est pas loin au nord, qui sont actuellement en crise, c'est-à-dire qu'aucun de ces pays n'est là pour contribuer à la stabilité des autres et de la région. Bien que ces groupes armés se revendiquent comme islamiques, ces conflits sont avant tout ancrés dans la pauvreté, comme c'est largement documenté par des témoignages et diverses études. Le fait religieux est instrumentalisé et ces groupes sont financés par des groupes externes qui manipulent la frustration des communautés reculées et très souvent délaissées. Et d'ailleurs, la stratégie récente des groupes liés à l'État islamique le prouve puisqu'ils s'engouffrent dans une brèche béante laissée par l'État absent et s'assurant ainsi le soutien des communautés puisque l'État nigérien ne joue pas son rôle dans ces communautés. C'est donc un problème de gouvernance et en particulier de gouvernance locale. Troisième point, dans un pays où 80% de la géographie est désertique, le changement climatique vient renforcer encore les difficultés existantes pour l'agriculture. Concrètement, le désert avance, certaines zones qui étaient utilisées par les pastoralistes deviennent arides et donc les routes de transhumance se modifient, ce qui entraîne des conflits entre les agriculteurs et les pastoralistes et donc des conflits ethniques. Saupoudrer là-dessus un peu de populisme et ce mélange explosif engendre les conflits actuels. Donc le changement climatique a un impact direct sur les tensions interethniques préexistantes liées aux routes de transhumance pour le bétail. En plus d'être lui-même une source migratoire, le Niger est aussi traversé par la principale route migratoire en provenance de nombreuses régions d'Afrique et même d'Asie du Sud, vers la Libye à travers le Sahara et ensuite vers l'Europe via la Méditerranée. Les naufragés s'échouent sur nos plages comme le petit Aylan en 2015, transformant la Mare Nostrum en un champ de honte dont l'Europe détourne les yeux, en participant même directement à cette tragédie, par exemple en donnant pour mission aux gardes-côtes libyens, mais aussi italiens, de repousser les migrants, ce qui est contraire au droit international, mais aussi en finançant les activités criminelles de ces gardes-côtes qui trempent aussi dans le trafic humain, la torture et autres atrocités. Pourtant, la pauvreté continue à pousser les migrants à prendre ces risques dont ils sont bien conscients. Ici encore, la gouvernance revient. Est-ce que les ressources naturelles manquent en Afrique ou est-ce qu'elles sont exploitées au profit d'un petit nombre de dirigeants et d'actionnaires? Les immenses efforts de l'Union européenne pour réduire la migration de l'Afrique vers l'Europe devraient plutôt être remplacés par une réelle approche humaine centrée sur les communautés, le développement humain, vers la paix et la prospérité, par un réel effort pour s'attaquer aux causes directes de cette migration. Mais cela demanderait d'abandonner l'exploitation économique des ressources de l'Afrique par les soi-disant partenaires industrialisés que certains appellent néocolonialisme. Les puissances étrangères s'accommodent de dictateurs et de dirigeants pseudo-démocratiques pour qui l'inclusion économique des minorités, les couches modestes, des femmes sont très secondaires face aux enjeux électoraux, politiques et des marchés industriels. C'est une réalité jusqu'à ce jour. Il y a quelques semaines seulement, quand le fils du président tchadien Idriss Déby Itno, tout juste décédé, prend le pouvoir, faisant fi de la Constitution, le président français vient en personne apporter son soutien. Quel est le message pour le peuple, pour la démocratie? De quel côté la France se range-t-elle avec ce geste? Les intérêts français sont clairs en Afrique, et à y regarder de près, les puissances occidentales jouent un jeu double en ne favorisant pas une réelle croissance inclusive qui permettrait aux Africains de vivre dignement chez eux. Les politiques ne favorisent pas un réel développement, mais la continuation d'un status quo en faveur de l'exploitation et de l'accumulation de richesses. Ce double jeu, on l'appelle dans le jargon la cohérence des politiques, un autre thème qui sera intéressant d'approfondir.
Alors, à quoi pourrait ressembler l'avenir pour le Niger? Malgré ce tableau complexe et plutôt sombre, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Malgré la pauvreté persistante, le développement humain augmente, bien que plutôt lentement. La situation régionale dans le Sahel reste fragile et les groupes armés semblent bien implantés, surtout vu l'instabilité au Tchad et au Mali voisins. Par contre, en comparaison régionale, le Niger a un atout. Jusqu'ici, les conflits ethniques sont restés très localisés. Une des raisons à cela est très ingénieuse. Le père, entre guillemets, de la nation nigérienne moderne a établi un système informel de partage des pouvoirs entre les trois ethnies principales du pays, les Hausa, les Djerma et les Touaregs. Quand un Hausa est président, un Djerma sera Premier ministre et un Touareg préside l'Assemblée nationale, etc. Une sorte de formule magique officieuse qui fonctionne très bien jusqu'ici. Les trois ethnies sont impliquées mutuellement au niveau économique et vivent dans une harmonie qui, dans la région, fait office d'exception. Alors voilà l'analyse que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis conscient qu'elle est assez critique, mais je pense qu'au-delà des cartes postales du désert, uniquement focalisées sur le prisme analytique de l'islam politique, il faut prendre en compte les aspects sociaux, économiques et la dimension internationale pour comprendre cette thématique complexe. Je me réjouis d'entendre vos questions, vos commentaires, ainsi qu'éventuellement des thèmes pour les prochains épisodes. Au revoir.